Le sprinkler techno. Hey, fait que justement, tu sais, on parlait un petit peu, c'est quoi un sysadmin? Qu'est-ce que ça a toujours été le métier d'un sysadmin? Ben, c'est de suivre un genre de cookbook, hein, qui est un document Word qui dit, OK, ben, premièrement, créer le répertoire telle affaire, va créer le fichier silent install telle affaire, lance telle chose, OK, va copier telle affaire, envoie un courriel à telle équipe pour qu'il te fasse un certificat, etc. Ça, c'est le fun. Quand tu as un cookbook, au moins, tu as quelque chose pour partir, puis là, tu te l'échanges d'un projet à l'autre. Je me souviens que c'est moi qui avais la boîte de courriel la plus pleine. Fait que, hey, t'as-tu le cookbook pour monter WebLogic, telle affaire? Attends un peu, je vais trouver ça, puis là, on l'envoie, puis on est bien content. Euh, fait que le monter, c'est une chose, mais après ça, l'entretenir, le patcher, etc., ce que ça fait, c'est que si tu as deux serveurs qui sont supposés être jumeaux, donc en redondance, en robustesse, ben, tu as de fortes chances, de fortes chances que à ce moment-là, tes deux machines ne sont pas pareilles. Hein, parce que Oui. tu l'as fait à bras, tu étais sur le serveur, tu as changé telle affaire, tu es content, tu es parti. 2 semaines après, tu fais l'autre. Tu fais un lien symbolique au lieu d'un répertoire. C'était plus simple, je filais comme ça aujourd'hui. Mais quand tu t'en vas pour patcher ça, ben, ça ne réagit pas pareil parce que les deux serveurs ne sont pas montés pareil. Mm-hmm. Alors, quand on s'en vient et qu'on fait du Ascode, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de monter des environnements qui sont identiques, qui sont selon les normes, surtout, puis qui sont reproductibles à l'infini. On a choisi d'y aller avec Ansible de Red OK. Hat. Donc, Ansible, ce que tu roules, c'est des playbooks. Fait que tes Mm-hmm. playbooks, c'est grosso modo une action. Je veux installer une machine virtuelle Java. Je veux installer un binaire Tomcat. Je veux, euh, je veux aller résoudre, mettons, des placeholders dans des fichiers, etc. Fait que ça, c'est des playbooks. Puis les playbooks, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont appeler des rôles. Puis les rôles, eux autres, ça, c'est vraiment plus c'est des rôles, c'est des trucs que tu peux réutiliser d'un playbook à l'autre. Alors, au début, comment on faisait des playbooks? C'est qu'on mettait ça dans un dépôt Git, bonne pratique en partant, puis on mettait les rôles qui étaient locaux au playbook. Fait que là, dans ton playbook, tu avais un répertoire au rôle, tu mettais tes affaires dedans. Ce qui est un peu plate avec ça, c'est que si tu fais deux playbooks qui utilisent le même rôle, ben, tu es obligé de dupliquer le code. Fait que là, tu as, avec Tower, ben, ça utilise le principe de Ansible Galaxy. Fait que tu peux dire, ben, moi, dans mon playbook, j'ai des requirements. Ça pointe vers un rôle. Fait que là, tu as des dépôts différents pour chacun des rôles, des dépôts différents pour les playbooks. Puis dans tes playbooks, tu dis, ben, voici, c'est quoi ce que je veux avoir comme rôle. Fait que, en gros, ben, c'est ça. Fait que dans Tower, c'est une succession de playbooks. OK. Puis, ça peut être une succession de playbooks qui fait un workflow. Et un des éléments dans ton workflow, ça peut être un autre workflow. Puis, ce workflow-là, en dessous, ben, il va appeler d'autres workflows, etc. Juste, Oui. juste pour comprendre vite, vite, tout est dans Git, right? Oui. Toutes tes affaires sont. Est-ce que tous tes playbooks sont dans des Git indépendants puis tu les colles ensemble dans un projet ou j'essaie de voir comment. C'est tous des repos, des dépôts Git différents. Différent? OK. Puis, donc, mes playbooks et mes rôles aussi, ce sont tous des dépôts Git différents. Donc, je peux les cloner indépendamment chacun. D'ailleurs, dans OK. mon playbook, dans mon fichier requirements, quand je vais dire mon playbook va avoir besoin de rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4, mais ce qu'il va faire à quelque part, c'est qu'il va aller git cloner chacun des rôles pour que mon OK. playbook puisse. Donc, Ansible Tower, ce qu'il va faire, il va cloner le playbook, puis il va aller cloner chacun des repos de rôle qu'il a besoin, puis il va exécuter ça. Ce qui est le OK. fun d'Ansible puis de Tower, justement, ben, c'est que tu vas targeter un serveur, c'est la limite qu'on appelle. Là. Fait qu'une limite, ça peut être un serveur, ça va être plusieurs serveurs, un groupe de serveurs, et tu vas exécuter ton code sur le serveur. Fait que c'est important d'y penser. Quand tu dis que tu veux copier un fichier, il faut que tu penses que tu es sur le serveur en train de le faire et non pas dans Tower. OK. Je comprends.
Donc, pour le bénéfice des auditeurs, auditrices, j'aimerais ça peut-être si on détaillait un petit peu. Grosso modo, c'est quoi la Haskell? Puis juste avant ça, vu que tu viens d'en parler puis que ça va être plus en contexte, Ansible versus Tower, c'est quoi le rôle de... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui fait quoi? Déjà, Ansible Tower, c'est un orchestrateur. On va dire. Fait que lui, là, c'est lui, tu vas dire, c'est lui qui va orchestrer l'exécution des différents playbooks. Différence. Fait que le playbook Ansible, c'est un peu ta logique, ce que tu veux faire, l'état dans lequel tu veux mettre ton serveur. Puis Tower, c'est le gros contenant là, qui permet de séquencer, d'orchestrer l'exécution. C'est lui qui lance les fusées. En fait, d'ailleurs, tu as un petit icône de fusée pour lancer. C'est pour ça que je dis ça. C'est quoi Ascode? Dis-toi que j'ai un workflow qui est agnostique. Lui, là, il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Fait que, on peut parler que mon workflow, c'est une machine à saucisse. Puis le Ascode, c'est la vache que je mets en avant qui va me sortir des saucisses au bœuf au final. Fait que le Ascode, c'est ce que je mets dans ma machine à saucisse. Alors, mon workflow, je sais que c'est un workflow qui va faire du WebLogic. Super. Quels sont les types d'instances? On a plusieurs types d'instances, plusieurs produits qui roulent sur WebLogic. Fait que déjà là, Ascode, je vais dire, premièrement, je veux quelle version de WebLogic, je veux quelle version de Java. Donc, tout ça. Et puis, je veux avoir quel type d'instance WebLogic. Fait que tout ça, je prends ça, puis ça, c'est un fichier qui va déterminer ce que je veux sur ma machine, que je vais mettre dans le Git qui va représenter ma machine. Ça veut dire que si j'ai 100 machines, par exemple en développement, je vais avoir 100 fichiers qui vont représenter chacun c'est quoi que je veux que mon workflow fasse. Quand je m'en vais, puis que là, j'exécute mon workflow à un moment donné, selon ce que j'ai demandé, donc Ascode, à un moment donné, il va dire, OK, je veux que tu installes, si tu te souviens tantôt, tu m'as demandé le type d'instance WebLogic A. Je vais aller voir Ascode parce que mon type d'instance WebLogic A versus mon type d'instance WebLogic B, par exemple, il va y avoir des paramètres Java différents. Fait que je peux avoir pour deux machines différentes qui vont implémenter le même type d'instance WebLogic qui représente un portail transactionnel quelconque, mais je peux booster les arguments Java pour un, puis mettre des arguments Java ordinaires pour l'autre. Je peux faire ça. Je suis en production, j'ai envie de corriger un bug de performance, j'augmente justement où je change des arguments Java, je passe des arguments de Java de sécurité, ou bien j'augmente la mémoire utilisée. Je m'en vais dans le Git, je le change dans mon fichier qui représente mon instance WebLogic, puis je réexécute un playbook Ansible, puis il va aller prendre ce qui est demandé. Donc, c'est fini, là, je me branche SSH, si je suis gentil, je fais un fichier .original, admettons, là, pour me rappeler, puis je suis logué avec un usager générique, je n'ai aucune idée, mais la seule chose que je sais, c'est que ça l'a changé à 1h32 du matin, mais je ne sais pas ce qu'il y avait avant, je ne sais pas pourquoi c'est fait. C'est ça qui est le fun avec Git. Fait qu'on continue. Puis après ça, là, je vous ai parlé de toute la partie qui est plus middleware, mais après ça, toute la partie applicative. Fait que moi, je suis un environnement, puis je veux parler dans mon application, je veux parler à un système distant. Fait que c'est correct, mais imagine que je suis en développement, puis les systèmes distants, j'en ai un version dev, une version QA, une version staging, peu importe c'est quoi les versions. Fait que toi, Pascal, tu es l'équipe A, puis toi, Jean-Philippe, tu es l'équipe B, on va dire. Je te donne un serveur à toi. Pascal, il a Pascal, tu es l'équipe Z. Double Z, s'il vous plaît. Ouais. Puis, fait que là, je vais aller avec ça. C'est que toi, Pascal, tu as envie, toi, ton code, tu veux qu'il pointe sur le système distant de dev, puis toi, Jean-Philippe, tu veux qu'il pointe sur le système distant de staging, par exemple. Je fais comment un code comme ça? Justement, j'ai un fichier de config applicatif qui va représenter ton serveur à toi de ton équipe, puis je vais aller le lire. Donc, tout ça, on appelle ça au travers d'un config server. Okay. Le config server, il sait c'est quoi le type d'application que tu fais, sur quel serveur, ça représente un peu le profil, je m'en vais chercher un config server, je retourne avec mon fichier, puis je dis, bon, OK, il ne réfléchit pas, il fait juste remplacer ce que tu as demandé. Lui, il ne sait pas que tu n'es pas pareil à Pascal. Lui, il exécute ce que tu as demandé.
Mais là, j'entends Je connais un petit peu Ansible. Là, j'entends. Tu n'es pas juste un utilisateur d'Ansible, right? Tes gars, ils codent dans Ansible pour faire ces affaires-là. Oui, exactement. Ben, c'est un bon point tantôt quand je me suis présenté. Bon, Mathieu, on va dire 17 ans, presque 18 ans dans mon organisation. Mais Pascal, en passant, ça fait 16 ans qu'on a fini parce que mon grand, il va avoir 16 ans là. Puis il me semble que j'ai fini pas longtemps après qu'il soit né. Là. Moi, c'était 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Ben, moi. Ouais, fait que ça fait 17 ans quasiment, non? OK. Moi, je suis product owner, mais j'aime ça avoir les mains dedans un petit peu. Fait que tu fais bien, Jean-Philippe, de parler des gars qui travaillent avec moi là, dans l'équipe d'évolution. Okay. Fait que oui, en fait, quand ils ont mis ça en place, c'est à peu près il y a 2 ans, ben, ils ont mis ça en place surtout Ansible, c'est surtout pour monter les machines sur un état pour dire ben, moi, je veux avoir un répertoire comme ça, je veux avoir telle affaire. Puis nous, ben, on a poussé ça un peu plus loin parce qu'il faut faire du middleware. Fait qu'il ne faut pas juste mettre en place un état, il faut aussi appeler des API. Fait que d'abord, n'oublie pas mon pipeline. Là. Au final, là, il ne fait pas ça pour le moment, mais à terme, il va aller se puncher partout dans tous les outils de monitoring de l'Institut. Partout. Fait qu'il va faire des appels, il ne fait pas juste demander des états. Il va aller demander un balanceur de charge. Donc, il va aller interroger un API qui va dire moi, je veux un balanceur de charge devant ma machine. Moi, je veux un certificat SSL signé et l'installer sur mes affaires. Fait que, donc, ça, c'est au niveau du playbook Ansible. Par contre, vraiment, où est-ce que tu vas aller, c'est que dans Ansible, tu as déjà des fonctions qui sont disponibles, admettons, comme la fonction file qui vient avec, qui permet de toucher à des fichiers, de les copier, des trucs comme ça, même des répertoires. Bien, c'est possible de se faire des modules. Puis nous, on s'est fait des modules. Puis les modules, nous, on les fait en Python. Puis on les rend disponibles. On les met dans un repo Git. Puis donc, chacun des modules. Puis c'est des modules, par exemple, je parlais tantôt du config server. Bien, le config server qu'on prend, c'est un config server d'une compagnie qui est connue, mais ce module-là n'existait pas avec Ansible. Fait que nous, on l'a fait. Puis, tu sais, on pourrait dire à Red Hat, ben, tu sais, on vous le donne, ce module-là, puis rendez-le donc disponible dans votre prochain release de Red Hat, puis on n'aura plus besoin de le référencer parce qu'il va faire partie de la livraison de Cool. Fait que tu réponds un peu à une question que j'allais poser, mais que j'ai pas encore posée. Puis je vais faire un petit résumé en même temps. Donc, essentiellement, ce que tu dis, c'est que le As-Code, ça touche beaucoup au niveau de l'externalisation des configurations. Donc, on va avoir de la config pour Jenkins, pour Sonar, pour Docker, pour peu importe quoi. Puis après ça, on va renseigner avec ça. Mais des fois, il y a certains outils, certaines choses qu'on veut faire qui n'existent pas de module qui soient capables de consommer ces configurations-là. Puis là, tu irais justement, le As-Code va sortir un peu du monde de la configuration, puis on va avoir besoin de créer des modules pour consommer ces informations-là, puis faire de quoi avec. C'est ça. Tu sais, Ansible, en tant que tel, justement, là, c'est des états que tu demandes. Je veux telle affaire, je veux appeler tel API un petit peu, fait que c'est peut-être pas un état. Fait que oui, quand tu vas faire quelque chose d'un peu plus croustillant, ben, tu es obligé de te revirer vers du Python, puis de faire ton module. Fait que là, le module en question, ben, c'est qu'on obtenait 2 documents, puis là, ben, il fallait concaténer ces 2 documents-là. Ben, Ansible ne fait pas de base. Cool. Moi, si tu voulais comparer ça à des développeurs, Ansible, c'est un framework. Fait qu'il y a plein d'affaires que le framework fait pour toi, mais c'est rare que ça se rend exactement où tu veux aller. Fait que des fois, il y a des petits efforts de plus, surtout pour te connecter sur une infrastructure qui est à toi, là, puis que tu vas être capable d'être utilisé de façon bien plus intelligente qu'un plugin générique ou quoi que ce soit. Moi, j'ai utilisé un peu, je trouve ça cool. Je trouve que c'est exactement quand j'ai fait de l'administration système dans mon jeune temps, puis je sais que je montais tout le temps mes machines presque pareil. Ils étaient tous systématiquement montés presque pareil. Puis c'est pas parce que j'étais méchant ou quoi que ce soit, c'est que des fois, tantôt tu disais j'étais de cette humeur-là, mais des fois, c'est que tu vois une amélioration, tu dis je vais le faire comme ça maintenant, puis tu oublies que tu as 12 machines en arrière que tu ne l'as pas fait, puis là, tu retournes ces machines-là, puis c'est comme oh merde, comment j'avais fait ça? C'est quand tu as une urgence, quand tu as un changement de version que tu t'en rends compte.
Parce que là, ça, c'est important. Le changement de version, c'est une étape dans la vie des serveurs. Puis là, ben là, tu t'en vas, puis là, tu dis, je teste sur un serveur mon script de changement de version. Il marche super bien, je suis content. Let's go, on commence. Premier serveur en production. Colin, il n'est pas comme que je m'attendais. C'est certain. C'est certain. Fait que non, je trouve ça intéressant. Puis je trouve ça parce que j'enseigne au cégep un petit peu. Puis je trouve que il y a des gens qui veulent faire de la programmation, qui s'en vont en programmation. Puis il y a des gens qui veulent faire de l'administration système. Puis dans leur tête, ils ne veulent pas faire de la programmation. Puis je trouve que c'est pas leur rendre service à leur faire comprendre que vous devriez toujours penser que vous allez faire de la programmation. Puis ça ne sera pas des applications de 75 000 lignes. Ça va être des scripts, si on veut. Là, ça va faire 300 lignes, supposons. Je n'essaie pas de juger. Tu peux me dire que non, on fait des plus grosses affaires que ça. Mais ça va être 300 lignes. C'est short, c'est efficace. Ça fait une job. On essaie de garder ça simple. Mais il faut que tu saches programmer. Puis il ne faut pas que ça fasse peur. Puis je me pose un peu la question de est-ce que les jeunes sont plus acceptants de ça? Si tu arrives dans une équipe et que tu as des gars qui ont vécu 15 ans, qui ont fait de l'administration système comme ça, que là, tu dis non. Là, je ne veux absolument plus que tu te logs SSH sur une machine. Je veux que tu passes à travers Ansible pour faire le travail. As-tu de la résistance? Y a-tu une grande transformation à vivre là-dedans? Oui, je trouve que contrairement à il y a quelques années, quand tu disais, Pascal, tu le sais, là, quand tu disais tu veux-tu bien non travailler avec nous autres middleware, c'était pas très sexy, je te dirais. Là, puis même moi, je me souviens, on recevait des CV, puis là, je regardais le CV, puis là, je disais, ah non, mais lui, c'est un développeur, tu sais. Fait qu'on refusait des CV parce que lui, c'est un développeur. Ah, je veux quelqu'un qui connaît plus middleware. Là, sais-tu quoi aujourd'hui? Moi, je regarde des CV, les CV qui arrivent, puis je regarde les CV de développeurs, puis là, je les passe en entrevue, puis là, je dis, OK, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait comme développeur? Tu as fait des tests, du versioning, etc. Puis c'est ça qu'on veut. Moi, c'est plus intéressant, c'est plus important pour moi d'avoir des connaissances middleware. On en a des gens, on va avoir du pairage. Puis comme je disais tantôt, là, c'est comme un art un peu là, de l'alertage, le monitoring, le sizing, etc. Mais moi, j'ai plus besoin d'un développeur qui va être capable de me développer la mise en place de ces concepts-là. Fait que moi, je trouve que c'est rendu plus cool maintenant faire du middleware. D'ailleurs, t'es proche, t'es beaucoup plus proche de la machine. Quand tu fais ça, puis tu continues à faire du code, on continue à avoir... tu travailles dans Git, tu fais des pull requests. C'est des défis différents, tu sais. Oui, c'est ça, simplement. Mais tu fais ça plus fait juste... partie d'un tout. Mais non, tu ne fais plus juste arriver et dire, je vais faire, voici une liste de tâches que j'ai à faire, puis tu vas les faire sur une machine. Tu fais plus de travail d'un coup en plus parce que tu n'as pas besoin de le faire sur 8 machines. Tu le fais dans ton script Ansible ou ton plugin Ansible, puis tout d'un coup, il y a 200 machines qui peuvent en déployer. Puis si tu te ramasses dans des passes info-nuagiques qui ont tout un peu leur solution pour faire du déploiement de machines, mais le principe est pareil. Si tu sais programmer, tu vas savoir le faire dans Amazon avec Terraform ou avec d'autres choses. La même chose dans Azure, même chose dans toutes ces choses-là. C'est des skills qui sont réutilisables. Je trouve que en rapetissant les cycles, en faisant du développement puis des livraisons 2 semaines, des choses comme ça, où quand tu commences à avoir de la livraison continue, y aller à plus qu'une fois par semaine, des fois plus qu'une fois par jour. Tôt ou tard, côté Ops n'a pas eu le choix aussi là, de se réinventer et d'essayer de suivre ce mouvement-là, cette vitesse-là. Puis ils ont automatisé plein d'affaires. Puis là, justement, il est né des frameworks, il est né des outils qui ont rendu ça encore plus intéressant, plus sexy, plus alléchant, j'ai l'impression, un peu pour tout le monde. Là. Petit clin d'œil à JP tantôt, tu n'as pas fait d'insulte à Mathieu, je pense, en disant qu'un script avait juste 300 lignes. Même en développement, c'est pas bon d'avoir des affaires qui font beaucoup plus que 300 lignes. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Quand 300 lignes, c'est beaucoup, là, ça veut dire que tu n'as pas découpé tes affaires comme il faut. C'est juste pour rire. C'est juste pour rire, JP. Mais donc, c'est ça, les avantages de faire du Haskell.
grosso modo, c'est qu'on peut versionner ces choses-là dans Git, contrairement à avant où c'était pris dans des interfaces de WebLogic ou de je ne sais trop quoi, de Jenkins. Tu sais, quand on faisait tout Jenkins à bras puis on configurait tout à travers l'interface, ben, il y avait un changement, on ne savait pas qui l'avait fait, puis qu'est-ce qui s'était passé, puis c'était quoi l'état d'avant ou quoi. Là, maintenant, avec le Jenkins Files, ben, on peut voir les transitions, quand est-ce que ça a changé, pourquoi, puis s'il y a une déstabilisation, mais on le spot tout de suite. Là. Oui, exactement. Ça, on le met aussi, là, Jenkins File, c'est bon, on est comme entre trois, on va dire, outils de CI/CD, là, puis dont Jenkins en est un. Puis non, c'est vraiment le fun, comme tu disais, que Jenkins Files, là, tu peux, déjà, c'est dans Git, tu peux les versionner, tu peux revenir à ce qu'il y avait avant. Mais moi, je reviens à mes pipelines as code. J'ai mis quelque chose en production au mois d'août l'année passée. Puis là, je remonte une troisième machine, mais ça ne fonctionne pas. Bien, je suis capable de revenir exactement à ce que j'avais à l'état de mon code parce que je l'ai versionné. Je suis capable de dire, ben, il y a quelque chose, mais on le trouvera plus tard, on va remettre exactement ce qu'il y avait l'année passée. Exact. Puis tu peux faire un diff, puis tu as des outils, autrement dit, qui facilitent un petit peu l'exploration puis l'investigation. Là. Ah, c'est cool.